Ça, c'est la leçon numéro un que je voudrais donner à vos startups, c'est qu'il faut toujours penser à l'environnement de votre innovation. Mais là, de là, donc j'étais à Hopkins. Très vite, je me suis distingué parce que j'avais fait de la recherche sur les scanners avec mon background en physique et en mathématiques. Et en médical, c'était quelque chose qui était assez unique. Même aux États-Unis, c'était assez unique. À l'époque, c'était monodisciplinaire. On faisait soit de la médecine, soit des maths, soit de la physique. Donc, j'étais un des premiers exemples de convergence scientifique autour de la médecine. Et d'avoir amené la technologie, les maths, la physique dans un domaine médical qui était particulier, les scanners, m'a permis en fait d'être distingué assez rapidement. Et les contributions que j'ai faites, j'ai eu mon premier brevet, j'avais 29 ans. Et ça, c'est un truc, par exemple, important pour les jeunes. C'est que quand j'ai eu cette idée, l'idée c'était quoi? C'était de mesurer le calcium dans les tumeurs du poumon, parce que les tumeurs malignes, les cancers, n'ont pas de calcium, ou très peu, tandis que les tumeurs bénignes ont beaucoup de calcium. Et donc j'ai dit, bon, essayons de mesurer ça, parce qu'à l'époque, tout le monde était opéré. Et 2 tiers des malades n'avaient pas de cancer, c'était juste des lésions qui n'étaient pas cancéreuses, donc ils n'avaient pas besoin de chirurgie. Et donc j'ai essayé de faire ça en disant il va y avoir un grand besoin. Et ça, c'est une leçon importante, c'est-à-dire il faut travailler sur des choses où les gens ont besoin d'innovation. Ce n'est pas une innovation qui vient de vous, bon, je vais changer le monde, même si les gens n'en ont pas besoin. Donc, il faut toujours penser au bien final, à la valeur finale. Et c'est ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, les scanners étaient utilisés surtout par les chirurgiens pour pouvoir opérer. Donc, du point de vue marketing, et vous comprenez le marketing, le client final qui utilisait les scanners était celui qui allait être endommagé par ma découverte. C'est-à-dire que j'allais l'empêcher de faire 2 tiers de ses chirurgies. Vous voyez, ça servait le malade, mais ça ne servait pas l'intermédiaire. Et donc, j'ai essayé de travailler avec des grandes compagnies à l'époque, General Electric, Siemens, pour leur donner mon invention. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont refusé. Alors, ils ont refusé, j'étais choqué. Et je leur ai dit, mais pourquoi? Ils disent, ah, nos directeurs de marketing disent que ce n'est pas une bonne idée parce que ça va empêcher les chirurgiens de commander des scanners. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où j'ai parlé, et ça c'est mon parcours un peu professionnel et start-up, j'ai parlé à un ami qui était devenu un ami, un Américain, qui me dit, mais écoute, ici aux États-Unis, tu n'as pas besoin de grandes compagnies ou du gouvernement, tu peux le faire toi-même. Et ça, c'était ma première leçon. C'était la leçon du courage, la leçon de ne pas avoir peur de se lancer. Quand vous avez une idée à laquelle vous croyez, il faut absolument faire l'effort de la mettre en main. Il ne faut pas se décourager et dire ah, le système est contre moi, c'est impossible. Le négativisme, ce n'est pas quelque chose qui vous aide. Donc il m'a convaincu, il m'a dit écoute, c'est l'Amérique ici, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Algérie, tu fais ta propre compagnie. Et donc à l'âge de 29 ans, en tant que j'étais assistant prof à Hopkins, j'ai créé sur la base de mes brevets cette première compagnie. Et l'histoire est que les gens du marketing avaient raison. C'est-à-dire qu'on a presque fait faillite parce que mon application, ce que je essayais de faire, empêchait les chirurgies et bien sûr, il y avait un clash au niveau du marché. Donc, je me suis dit, c'est une bonne expérience, mais on a tout perdu, ça ne va pas marcher. Et donc, j'ai commencé à parler à d'autres gens, et ça, c'est la deuxième leçon, il faut toujours être ouvert, il faut avoir un réseau et poser ces problématiques, il ne faut pas les cacher.
Et donc, je parle à quelqu'un qui me dit, écoute, Elias, tu sais, si tu peux mesurer le calcium dans les poumons, est-ce que tu peux mesurer le calcium dans les os? Je lui dis, oui, pourquoi? Il me dit, parce que tu sais, il y a l'ostéoporose, qui est une maladie commune des gens âgés, surtout les femmes, après la ménopause, qui fait que leurs os deviennent très fragiles. Il m'a dit, mais on n'a aucun moyen de mesurer ça. Et pour nous, ça nous aiderait. C'était quelqu'un qui travaillait dans une compagnie pharmaceutique qui essaie de développer des médicaments pour ça. Il me dit, est-ce que tu peux faire ça? Je lui dis oui. Et donc, je me rappelle, j'ai travaillé 90 jours. Je vous assure, c'était 20 heures par jour. Hein. C'était pas du... Et j'ai transformé la méthodologie que j'avais pour mesurer le calcium. Et là, la compagnie a pris un boom parce que tout le monde en avait besoin. C'était aligné entre les besoins du malade, les besoins de l'intermédiaire et les besoins de l'innovateur. Vous comprenez? Ça, c'est la leçon numéro 1 que je voudrais donner à vos startups, c'est qu'il faut toujours penser à l'environnement de votre innovation. Et la deuxième expérience, donc, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais développé, si vous voulez, une maîtrise de l'imagerie. Donc, j'ai commencé à développer l'imagerie dans tous ses sens, sur les scanners, l'IRM. Et donc, j'avais commencé à écrire des papiers, j'étais assez rapidement promu, et surtout reconnu en dehors de mon université comme innovateur. Vous voyez, en faisant ce genre de trucs. Et je n'ai pas abandonné mon idée première. Donc, j'ai été voir d'autres universités, d'autres radiologues, et je leur ai dit, aidez-moi. Il faut démontrer que c'est une méthode qui est utile. Et ça m'a pris 5 ans. Donc, on a fait des études dans sites multiples, et on a démontré effectivement que ma méthode était vraiment importante. Et ça a marché, je vais vous dire pourquoi ça a marché. Ça, c'est important pour les innovateurs. Ça a marché parce que les compagnies d'assurance médicale ont insisté. Elles ont dit, à partir de maintenant, vous ne pouvez pas opérer un malade d'un cancer du poumon sans avoir fait le test de zéronie. Mais d'ailleurs, c'était marqué dans le truc de la sécurité sociale. Et donc, c'est devenu obligatoire. Donc, deuxième boom, la compagnie qui était très faible, qui avait souffert pendant 5 ans à cause de la résistance du marché, le gouvernement et le système de remboursement changent avec des contraintes qui font que maintenant, votre invention, elle est claire parce que personne ne pouvait opérer sans ça. Vous comprenez? Et donc, j'ai toujours réfléchi dans ce cadre-là. Donc, un, multidisciplinaire, et deux, avoir l'innovation alignée avec les besoins du malade. Et ma deuxième start-up, c'était l'idée de rendre l'imagerie plus disponible, moins chère, parce qu'elle était très chère. Moi, je me rappelle, un scanner, ça coûtait 2 millions de dollars, ça coûtait une fortune. Un scanner d'IRM, c'était la même chose, c'était 2 millions de dollars. Et c'était trop cher. Donc, les gens ne pouvaient pas se le permettre. Et ça m'a touché. Ça me rappelait l'histoire de mon volontariat dans les montagnes près de Sétif. قلت ماشي حق لازم الشعب ما ينجمش حنا نخدموا في الراديولوجي وما ينجموش باسكو خلاص كثير. Donc j'ai commencé à réfléchir, mais comment peut-on populariser, démocratiser l'imagerie? Comment peut-on la rendre moins chère? Et ça, c'est un grand besoin. Donc j'ai commencé à réfléchir et j'ai bien étudié les scanners. Je me suis rendu compte qu'en fait, le problème essentiel, c'était la rapidité du logiciel. C'est-à-dire que reconstruire l'image, acquérir l'image prenait tellement de temps qu'un scanner faisait 8 malades par jour. Vous voyez? Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut changer le système de telle manière à ce qu'un scanner ne fasse pas 8 malades, mais 24, 4 fois plus, 3 fois plus. Pourquoi? Parce que quand vous augmentez le volume, vous diminuez le prix. Vous comprenez? Et donc, c'est ce que j'ai fait en utilisant des supercomputers qui étaient très rapides à l'époque, très expérimentaux. Hein. Donc, l'idée de marier encore des technologies différentes pour un but commun. Et ça a marché. J'ai ouvert le premier centre d'imagerie intégré sur de la fibre optique
avec au centre de l'appareil, enfin du système, un supercomputer, un super ordinateur. Et j'arrive à reconstruire les images en 50 millisecondes, alors qu'à l'époque, c'était 3-4 minutes. Et donc, on arrivait à vraiment faire la productivité, si vous voulez, de l'imagerie était multipliée par 3 ou 4. Et très vite, bien sûr, cette compagnie a bien marché. Tout le monde a voulu la racheter. Ils l'ont racheté. Ça a très bien pris. Et maintenant, c'est le modèle. C'est le modèle dans le monde entier d'avoir développé ça. Donc, j'ai continué, si vous voulez, à être innovant. Et j'ai créé un laboratoire où j'ai commencé à recruter dans mon laboratoire des physiciens, des mathématiciens, des ingénieurs en logiciel, des informaticiens et tout. C'était le premier laboratoire multidisciplinaire à Johns Hopkins. Et donc, en faisant ça, j'ai changé, si vous voulez, la culture et la méthode de recherche dans l'université de Johns Hopkins, qui m'a permis ensuite d'être promu en tant que chairman du département. Et comme j'avais comment dire, cette passion pour faire que la médecine soit plus étendue, plus disponible, plus avancée, et casser, si vous voulez, la culture conservatrice, parce que la médecine est très conservatrice, en ramenant des gens jeunes dans mon laboratoire, des jeunes comme vous, et qui sont venus. On a eu une très belle aventure où on est devenu le premier centre de recherche en imagerie cardiovasculaire et cancer aux États-Unis, avec les financements des instituts nationaux de la santé. Et très vite, on est devenu très remarqué parce que c'était une méthode nouvelle de faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on m'a demandé d'être chairman de mon département de radiologie. Et c'est aux États-Unis, les départements de radiologie sont énormes. Il y a 1500 employés. Et c'est tout un système de centres médicaux. Et donc, ça m'a permis, en fait, de comprendre la gestion des grands systèmes. Ça, c'était une autre échelle, parce que quand on fait son laboratoire, son petit start-up, on n'a pas vraiment l'idée de comprendre comment les choses dans le monde sont organisées. Ça m'a beaucoup aidé dans la lecture du système américain, bien sûr, mais aussi la comparaison entre le système que je connaissais à Alger et le système que j'ai vu aux États-Unis, ce qui marchait dans l'un et pas dans l'autre, et vice-versa. Et ça m'a beaucoup inspiré parce que très vite, je me suis retrouvé responsable, en fait, de toute la recherche à Johns Hopkins et j'étais devenu le vice-doyen exécutif de toute la faculté. Quand le président a cherché un nouveau directeur pour cet institut qui est très important, hein, c'est quand même 90% de toute la recherche biomédicale, et donc c'est le poste le plus demandé aux États-Unis. C'était le 15e sur 100 ans. Donc ils ont dit, bon, on va faire un processus de recherche, comment dire, de chercher chasseur de tête. Donc comment ils ont fait? Ils ont pris l'Académie de médecine, ils ont fait groupe de sélection, ils ont parlé avec le Congrès, hein, les parlementaires, parce qu'ils ont un droit de regard. À l'intérieur même de l'administration Bush, ils en ont parlé et ils ont décidé, voilà le profil de ce qu'il faut pour cette institution. D'accord? D'abord, donc il y avait une stratégie. C'était pas seulement, ah, on va voir qui c'est qui nous plaît le plus et on va le mettre sur des commandes. Et c'est là où a émergé cette notion de dire, le NIH a besoin d'une réforme, il faudra un réformateur. Qui a été réformateur dans le domaine de la médecine? Et c'est là où les gens ont dit, ah mais je connais ce bonhomme-là, Hopkins, il est très créateur, il a changé la méthode de travail de Hopkins. Hopkins, c'était quand même number one hein, aux États-Unis en recherche. Hein? Donc, ce n'était pas juste une petite université. Et c'est là où les gens ont dit, tiens, c'est intéressant de parler à ce bonhomme-là, parce qu'il n'a pas l'air de suivre le conservatisme classique, il a des idées nouvelles. Et puis surtout, quand j'ai dit, il faut absolument marier les sciences physiques et les sciences biologiques. Vous voyez? Et mais moi, je n'en avais pas seulement parlé, je l'avais fait. Et j'avais fait depuis déjà 10 ans, 12 ans. Donc,
les gens qui sont autour de cette table, qui conseillent le président, lui ont donné 3 noms. Ils lui ont dit, voilà, il y a les 3 personnes aux États-Unis, il y en a un qui est de Harvard, il y en a un qui est de Yale, et il y a celui-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé devant le comité de sélection. Vous voyez? Et c'est là où j'ai expliqué, parce que j'avais été conseiller du NIH avant ça, pendant 5 ans au Centre du cancer. Donc je connaissais très bien la problématique. Et c'est là où je leur ai dit, moi, à mon avis, si vous voulez quelqu'un comme moi, je casse les barrières entre les disciplines. Il faut absolument marier la technologie, l'informatique, maintenant l'intelligence artificielle, mais à l'époque, ce qu'on appelait les expert systems, dans la médecine d'aujourd'hui. Il faut casser aussi les barrières traditionnelles entre les instituts qui étaient formés sur la base d'organes, l'Institut du cerveau, l'Institut du cœur. Et je leur ai dit, la biologie moléculaire, elle est transverse. La génomique, elle est transverse. Donc, il faut trouver des moyens. Donc, je ne suis pas allé juste au mérite ou mes beaux yeux. Je suis allé avec un plan défini, bien exprimé. C'est ce que je dis aux gens. Il faut bien avoir une idée claire de qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Et c'est dans cette conversation que, bien sûr, les choses sont sorties. Il faut vous rappeler, c'était après septembre 2011. Et bon, les discussions passent, bien sûr, par d'autres considérations politiques. Il n'est pas américain, il a une double nationalité, c'est un arabe, c'est un musulman. Est-ce que ça compte? Ça n'a pas compté du tout. J'avais parlé au chef du comité de sélection, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez vraiment que ce président-là nomme quelqu'un comme moi, avec un nom comme le mien? C'est pas évident. Il m'a dit non, absolument pas, c'est quelque chose que... On ne regarde absolument pas ça. Ce qu'on regarde, c'est vos idées, votre notion et ceci. Et donc, on a fini avec 3 finalistes et c'est le président lui-même qui a dit, je veux un transformateur, je veux un transforming leader, qu'on appelle un transforming leader, et qui a des idées nouvelles et qui est capable de les mettre en marche. D'accord? Et je n'avais aucun passé politique, hein. Moi j'étais indépendant, ni démocrate, ni républicain. Et donc il a vu candidat numéro 1, Harvard, médecin, de grands trucs, très connu. Moi, je ne vous dis pas le nom, c'est pas la peine. Mais un type avec un pédigré extraordinaire. Et puis, il a vu le deuxième, Yale, University, San Francisco, un pédigré américain, quoi, classique, un type qui serait qualifié sans problème. Et il est tombé sur moi. Et il a dit, mais c'est qui ce type? Il dit, d'abord, il n'est pas né ici. Il n'a pas fait sa médecine ici. Il a grandi en Algérie. Il est venu à l'âge de 24 ans. Depuis qu'il est à Hopkins, il a vraiment changé. Il est le doyen de la recherche de Hopkins. Il est le vice-doyen exécutif. Vous savez ce qu'il a dit, le président? Il a dit, si ce type-là, il peut venir d'Algérie sans pédigré et changer Johns Hopkins, ben c'est lui que je veux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé directeur du NIH. C'était la volonté de dire, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ne pas donner une chance à un jeune, et j'étais le plus jeune aussi, hein, le plus jeune des 3 candidats. Mais il y avait derrière quand même tout un système de sélection rigoureux. Ce n'était pas juste... en fait, si vous regardez ça de l'extérieur, j'aurais eu le moins de chance en fait d'être nommé. J'aurais jamais été nommé ni en France, ni en Allemagne, ni en Algérie, je pense pas. Parce que là-bas, ça aurait été, ah non, 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 il fait trop de problèmes celui-là. Oh, il a trop d'idées un peu folles, il n'est pas conventionnel. Quand on lui parle, c'est vrai qu'il a des visions et il va vexer beaucoup de monde, ça va faire trop de changements. Il vaut mieux rester tranquille. نديروا واحد عاقل مليح في راسه وتعرف يعرف السياسه ما يبدلش شي بزاف فهمتني. Moi, je crois que c'est très important de créer des effets de réseau. Hein. C'est ce que je dis toujours. Rien ne se fait sans un travail d'équipe. L'individu ne peut pas transformer le monde. Donc, plus on arrive à créer des liens positifs, mais pas seulement avec la diaspora aux États-Unis, mais dans le monde, mais aussi plus loin que la diaspora. Quels sont les innovateurs qui ont d'autres pays, hein? Il faut voir, il y a des innovateurs marocains. Là, je vois un ami à moi qui est en train de faire les vaccins ici aux États-Unis, Mansef Slaoui. Il ne faut pas être borné.
C'est-à-dire qu'il faut ouvrir les barrières. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est non seulement la diaspora, mais les connexions de la diaspora. Plus vous avez un grand réseau, et plus les possibilités s'ouvriront pour les startups et les innovateurs de pouvoir trouver, comme moi, par exemple, j'avais fait ma première, c'était un échec, presque une faillite, mais en connectant, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais attends, tu es en train de regarder dans le mauvais coin, regarde ici, c'est mieux. Vous voyez? Et si je n'avais pas eu cette connexion, je n'aurais jamais pu. Donc, ouvrir à travers la diaspora, non seulement diaspora vers l'Algérie, mais l'Algérie vers la diaspora et son network, son réseau.